Salut la communauté de coups critiques. Félix ici pour vous parler aujourd'hui d'un jeu que j'adore et qui malheureusement dans les dernières semaines a subi un contre-coup assez dommage. Je parle évidemment du jeu des Genesis. Pour ceux qui sont pas au courant, The Genesis, c'est un jeu de survie post-apocalyptique qui a été créé par un studio qui s'appelle Six More Vodka. C'est un jeu super particulier pour plein de raisons. Et moi, j'adore particulièrement le jeu. D'ailleurs, dans une autre vie, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Rage 2D sur laquelle on a poussé quelques aventures de The Genesis. Puis moi, c'est un des premiers jeux que j'ai essayé en dehors de Donjon Dragon. J'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les dernières semaines, la compagnie Six More Vodka a annoncé qu'elle a arrêté de produire du nouveau contenu par rapport au jeu. Ils ont comme changé leur modèle d'affaires, puis malheureusement, la réponse n'était pas au rendez-vous. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est le temps ou jamais de vous garrocher sur leur site internet pour aller télécharger le maximum de contenu, faire un petit don posthume à l'entreprise, ou bien même, si vous êtes un peu crinqué comme moi, ben, d'aller ravager leur magasin en ligne. Je vais vous convaincre que ça vaut la peine dans la petite vidéo qui suit. Qu'est-ce que c'est que The Genesis? Ben, comme je disais, c'est un jeu qui a été produit par l'entreprise Six More Vodka. Six More Vodka, en fait, à la base, c'est pas une entreprise de jeux de rôle, c'est une entreprise d'illustration, c'est un studio d'illustrateurs qui sont populaires d'ailleurs pour avoir illustré beaucoup des personnages de League of Legends, un petit jeu que vous connaissez peut-être, qui est aussi une autre de mes addictions. C'est vraiment un studio de design sur la grosse coche. C'est incroyable la qualité du matériel qu'ils produisent, autant en termes d'illustration que de graphisme, que des différents outils qu'ils vont produire. Puis suivant un petit peu la même démarche que Tolkien, qui a créé des langues pour ensuite de ça de se dire, bon ben, je vais créer un univers dans lequel je vais faire jouer des personnages. Six More Vodka a un peu la même démarche. Ils ont comme créé plein d'illustrations dans un univers post-apocalyptique. Puis, comme c'est des passionnés de jeux de rôle, ben, c'est devenu un jeu par la suite. Fait que c'est pour ça que la première chose qui est à savoir par rapport à ce jeu-là, c'est que les illustrations sont insane. Le visuel du jeu est incroyable. J'aimerais ça avoir reçu mon matériel pour pouvoir vous montrer même la facture des différents produits qu'il crée. C'est du jamais vu, ok? Oui, les livres de Donjon Dragon ont vraiment une belle facture visuelle. Il y a beaucoup de jeux de rôle qui torchent sur le visuel, mais honnêtement, j'ai jamais rien vu qui égale la qualité de ce qui est produit par Six More Vodka. C'est un style très particulier, assez gore, très mature, mais si c'est votre genre, honnêtement, c'est le genre d'artwork que tu pourrais juste avoir chez toi, que t'aimes le jeu ou pas. Comme je le disais dernièrement, à la fin de l'année 2021, ils ont décidé de mettre un terme à leur aventure. Mais il faut comprendre que cette décision-là vient d'une stratégie pour laquelle ils ont opté il y a un an, à la fin de l'année 2020. En fait, ils ont pris la décision assez bold là, quand même de rendre le jeu free-to-play. Donc, c'était possible pour vous de vous rendre directement sur leur site internet puis de télécharger tout le contenu en PDF. Dans cette stratégie-là, ils ont opté pour deux choses. Ils ont décidé de se bâtir une communauté très très forte qu'il y avait déjà là, sur Discord, sur leur groupe Facebook, qui était animée par des admins qui étaient en lien avec l'entreprise, puis de dévoiler justement à ces hardcore fans-là ce qu'ils appelaient le roadmap, donc la route de développement, sur laquelle ils allaient pouvoir présenter chacune des relâches ou des nouvelles publications, du nouveau contenu, des nouveaux chapitres. En prenant le pari d'opter pour le free-to-play, il espérait augmenter les ventes de livres auprès des fans qui jouaient vraiment au jeu, donc de favoriser la découverte du jeu, puis qu'après ça se traduise plus en vente. Malheureusement, comme ils écrivaient dans leur dernière publication, c'était toujours les mêmes comme 60, 100 individus qui backaient constamment leur contenu, qui pledgeaient de l'argent chaque mois. Puis ben ça, évidemment, on se rend bien compte que c'est pas assez pour soutenir l'entreprise. Donc quand même une décision très triste parce que c'est un jeu qui était très prometteur. Par contre, connaissant un petit peu l'historique de l'entreprise, tout le contenu est encore disponible en ligne. Pour combien de temps, j'ai pas réussi à trouver cette information-là. C'est pourquoi je veux faire cette vidéo pour que vous puissiez vous garrocher sur le website, donner un peu d'argent par PayPal parce que ça en vaut vraiment la peine, puis vous approprier tout le contenu. Le jeu, à proprement parler, The Genesis, se situe majoritairement en Europe, au nord de l'Afrique. Ça se passe environ 400 ans après aujourd'hui. On est en 2500 quelques, tout dépendant à quel moment dans l'histoire, puis on y reviendra, vous décidez de jouer votre aventure. Et très brièvement, ce qui se passe, c'est que les gouvernements ont flanché après la raréfication des ressources, la densification de la population, et surtout après une pluie de méga météorites qui ont comme ravagé la surface de l'Europe puis de la Terre. Et ben évidemment, comme dans tout bon univers apocalyptique, ces météorites-là amenaient avec eux une espèce de spores, des sporulations qui venaient contaminer les gens, leur donnant à la fois des pouvoirs, mais aussi des malédictions. Puis on parle pas ici de super-héros, là. On parle de mutants dégoûtants, dégueulasses.
justement pour miser sur la beauté du jeu puis son apparence. Je vous invite, il va y avoir des liens dans la description, de juste aller voir. Ils ont fait des trailers cinématographiques du jeu pour vendre le concept. C'est de toute beauté, là. On aimerait ça juste avoir un film sur cet univers-là. Les créatures sont terrifiantes. Surtout, vous connaissez ma passion pour l'horreur. Chaque game, je pleurais. Ces champs de spores et de champignons-là, ils ont entraîné des mutations qu'on appelle justement les homodegenesis par la sepsie. Mais un peu tout le monde là, est comme devenu accro à ces champignons-là. Puis ça s'appelle du burn. Donc, les gens consommaient cette drogue-là pour ouvrir leur esprit, mais ça vient marquer leur corps puis transformer leur physique. Déjà, juste là, on trippe. Moi, ce qui me fait vraiment tripper par rapport à Degenesis, c'est que c'est pas un jeu de zombies. Le but, c'est pas de tuer des mutants. Le but, c'est de survivre dans une société qui s'est effondrée et qui, pendant 500 ans, a été entièrement transformée. Première chose à savoir, qui est insane par rapport à ce jeu-là, c'est comme ça se passe dans le monde réel, dans notre Europe à nous, dans l'Afrique à nous. Il y a toute la storyline, il y a toute l'histoire à partir des années 2020 quelques jusqu'à 2500, date à l'intérieur de laquelle on pourrait lancer une aventure. Puis chacune de ces tranches-là, c'est tout détaillé sur leur site internet là, par décennie, par siècle, présente un scénario dystopique qui est assez plausible. Bon, c'est sûr que les météorites, à part Armageddon puis Bruce Willis, on n'a pas tant de contrôle là-dessus, là. Mais mettons toute la chute des gouvernements, puis la transformation sociale qui en résulte, la rarification des matières premières, de la nourriture, l'accès à l'eau potable, c'est quand même pas si loin de ce qui pourrait réellement se passer si nos gouvernements flanchaient. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que oui, la menace d'être mangé par un mutant qui a une face en ruche d'abeilles, because yeah, that's a thing, c'est plausible. La plus grande menace dans The Genesis, c'est la faim, se perdre, puis se faire tuer par des brigands qui veulent subtiliser chez toi les quelques petites choses d'importance que tu peux avoir. Donc oui, c'est un jeu de survie dans un univers dystopique, mais qui est basé sur une vraie cartographie. C'est aussi ça qui est cool. Les territoires ont été un peu réimaginés, mais tu sais, tu peux venir de la Franca qui est devenue genre d'immenses marécages. Donc, tu peux être originaire de la France, tu peux venir de la Purgade, tu peux venir du nord de l'Afrique, comme je disais. Donc, ça vient comme rajouter une dose de réalisme qui fait que, déjà de base à table, on se sent un peu plus intégré, engagé envers l'histoire parce que le monde, ben, on le connaît un peu. À la différence de Donjon Dragon, où comme c'est un univers totalement inventé pour la plupart des settings, puis des dragons qui volent partout, là, on est vraiment dans quelque chose de post-apocalyptique qui peut être assez imbriqué dans le réel. Une autre chose que j'adore à propos de Genesis, c'est qu'il n'y a pas des classes à proprement parler, mais il y a des cultes. Puis ces cultes-là ont une importance sur le territoire. Puis c'est un jeu dans lequel les relations sociales et sociopolitiques sont super importantes. Quand tu bâtis un personnage, tu vas choisir un des cultes, mais tu vas avoir aussi dans ces cultes-là, tu n'es pas obligé de le suivre évidemment, des stéréotypes par rapport aux autres cultes, puis l'interaction que tu pourras avoir avec les gens qui proviennent de d'autres cultes dans votre groupe d'aventuriers. Les cultes, je vous les nomme puis je vous les présente là, assez rapidement. Là, allez voir ça sur le website, ça vaut vraiment la peine. Mais tu sais, il y a 13 cultes possibles pour l'instant dans l'univers de The Genesis. Je dis pour l'instant, mais dans les faits, ça sera ça. Il y a les Spitaliens. Okay? Les Spitaliens, c'est des médecins au crâne rasé, pas de sourcils, pas de barbe, parce que le poil peut entraîner des contaminations, qui, eux, leur seul objectif, c'est de se battre contre la sepsie puis contre les mutants. Mais c'est pas genre les médecins en sarrau. C'est des médecins en soude de latex avec un masque à gaz puis des épées de 6 pieds, qu'eux autres, dans le fond, leur façon de combattre la sepsie, c'est de tuer les monstres. Assez badass. Une autre classe qui est possible de jouer dans The Genesis, c'est les Chroniclers. Parce que comme le monde s'est effondré, la technologie ancienne, ça a beaucoup de valeur. Tu sais, un vieux téléphone portable, c'est fucking intéressant. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de l'utiliser. Donc les Chroniclers vont vivre dans des alcôves, vont travailler entre eux dans des réseaux informatiques assez rudimentaires. Ils ont souvent justement une apparence cachée, voilée pour pas dévoiler leur vraie identité. Même entre eux, ils ont des noms de code. C'est très, très edgy comme classe de personnage. Puis il y a des pouvoirs qui en découlent qui permettent d'utiliser la technologie, de l'acquérir, de la transformer puis de la revendre. Sinon, une autre classe qui est possible de jouer, un autre culte, pardon, qui est possible de jouer, ce sont les Helvétiques, qui sont un peu, si vous voulez, les militaires dans l'univers de The Genesis, qui ont des grosses armures de métal, des méga guns et un fusil dans The Genesis. C'est ultra puissant. Donc, c'est des militaires très haut gradés. Ça vient avec ses avantages. On a accès à plus d'équipements, mais ça vient avec le désavantage qu'on est obligé de respecter sa mission. Parce que c'est aussi ça. Comme l'univers est très punitif, tu peux pas juste décider que tu go rogue puis que tu vas aller à l'encontre de ton culte. Ton culte va t'en faire payer le prix si ton maître du jeu est assez habile pour te ramener ce boomerang-là en pleine face. Donc, les Helvétiques, une classe très cool, très militaire, assez cartésienne, qui protège la plupart des grandes villes d'importance.
Sinon, ben, les Helvétiques effectuent des missions, protègent, mais il y a des juges qui, eux, sont la loi, des personnages magnifiques, des gros trench coats, des casques, des gros chapeaux de cow-boy. C'est les seuls ou presque qui ont des chevaux, et les chevaux valent plus cher que les humains dans des Genesis. Et ils transportent tous des grosses masses, le marteau de la justice. Donc, les juges, oui, il y en a qui vont passer dans une cour de loi, mais ils sont assez intelligents pour exprimer eux-mêmes ce que devrait être la justice. Puis un des derniers modules qui est sorti justement, c'est Justicienne, qui est la grande ville des juges. Puis il y a plein de story hooks que tu peux avoir par rapport à ce culte-là. Très edgy, très cool, encore une fois. Sinon, une autre classe qui est vraiment agréable à jouer, c'est les Scrappers. Donc, eux, leur but, c'est de venir fouiller les ruines de vieux centres commerciaux, de vieilles maisons abandonnées qui se retrouvent en dessous du sable qui a été rejeté par les météorites, puis de ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils vivent un petit peu en loups solitaires, ils ont des codes entre eux, ils se promènent avec des grosses brouettes, puis ils transportent leurs scraps, puis ils sont capables de patenter plein de choses. Fait que ça, c'est une classe qui est vraiment cool pour les gens qui ont beaucoup de créativité sur comment je peux prendre du matériel puis les transformer pour m'en faire quelque chose de plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette classe-là. Je m'étais créé un personnage dans cette classe-là aussi. Sinon, deux classes que je connais moins, deux cultes, faut que j'arrête de dire classes que je connais moins, ce sont les Néo-Libyens et les Scourgers, parce que je dis que je les connais moins parce qu'en fait, ça touche à tout ce qui est le lore attaché au nord de l'Afrique, qu'on n'avait pas exploré encore avec mon maître du jeu. Mais dans le fond, les Néo-Libyens, si on veut, c'est un peu comme la noblesse militaire, des militaires d'exception, de très bons fusiliers. Et contre eux, contre cet ordre établi-là, contre la monarchie néo-libyenne, ben on a les Scourgers qui, eux, représentent le cœur du peuple de l'Afrique, qui sont des guerriers, des combattants, qui ont ça dans le sang, des gros colosses. Fait que je trouve que les deux classes peuvent amener une belle opposition si jamais on veut se créer un party dans ce sens-là. Sinon, une autre classe qui est vraiment insane, c'est les Anubiens. Les Anubiens, ils ont une relation intime avec la mort, avec Anubis, le dieu de la mort. On a rencontré un Anubien dans une de mes campagnes, puis j'en suis encore marqué. Là. Il fait juste comme annoncer que lui, la mort, ça ne dérange pas. Il est très à l'aise avec ça, que si toi tu meurs, il va récolter ton âme. C'est comme un nécromancien, mais rentré dans la vie quotidienne et réelle. Vraiment une classe, un culte, très cool à explorer. Culte, pas classe fixe. Sinon, deux cultes qui sont en opposition, mais qui sont vraiment cool à jouer, c'est les Giamétans et les Anabaptistes. Donc, il faut savoir qu'après la chute, justement, de l'univers réel qu'on connaît, ben, il y a quand même eu une hausse de la religion parce que les gens ont essayé de se rattacher à quoi que ce soit. Et tout ce qui est le culte des Giamètes, on peut penser à plus... imaginez-vous un Dothraki dans Game of Thrones, là, mais c'est réellement ancré dans des fondements de la culture musulmane. Donc, on a une richesse historique incroyable à exploiter dans ce culte-là. Une belle relation aussi avec la divination, avec les prophéties, avec l'accomplissement d'une mission. Puis, en contrepartie, ils ont livré une guerre pendant des centaines d'années au culte anabaptiste, qui, eux, sont un peu l'équivalent de des Templiers, si vous voulez, sans avoir les grosses armures métalliques. Là. Ils utilisent des huiles qu'ils transforment, qui leur donnent des visions. Ils cultivent le blé. Ils ont accès à des rivières encore pures pour pouvoir cultiver le royaume. Moi, j'ai joué un Anabaptiste, j'ai un bons amis qui jouent un Giamétan, puis ça a donné lieu à des scènes de roleplay vraiment fantastiques. Puis c'est un peu ça la force des cultes, c'est qu'ils te donnent déjà tes stéréotypes, mais ils savent dans quoi t'ancrer aussi, puis tu peux développer tes compétences à l'intérieur des cultes. Sinon, trois derniers cultes possibles à jouer, on a les Palers, ça là, c'est malade. Quand le monde s'est effondré, il y a des gens qui ont décidé de continuer à vivre sous terre. Puis de génération en génération, sont devenus plus blanchâtres, la peau très pâle, d'où leur nom, les Palers. Puis ils ont un réseau de souterrains qui leur permet de se promener partout sur les continents sans rentrer à la surface. Je trouve ça très cool si jamais on veut exploiter la trame de dystopie, de pouvoir avoir ce genre de personnage-là, autant un NPC qu'un joueur qui vient s'intégrer dans votre partie, parce que ça donne la notion de justement se rappeler que oui, c'est l'apocalypse autour de toi, mais ça a été l'apocalypse pendant 500 ans aussi. Donc, cette comparaison entre les deux mondes, le monde de la surface puis le monde des profondeurs, ça donne lieu à de belles scènes et du bon développement. Sinon, les apocalyptiques, je ne m'éterniserai pas là-dessus, c'est vos bons vieux brigands, vos bandits, vos malfrats, vos scélérats qui ont des réseaux d'exploitation, de commerce illicite un peu partout sur le continent. Et les apocalyptiques sont réunis en ruches et chaque ruche a son niveau d'organisation sociale très, très détaillé où tout le monde se poignarde dans le dos, en fait. Finalement, les clanners. Les clanners, en fait, c'est l'individu moyen, celui qui n'appartient pas à un culte d'importance, qui appartient à son clan, à sa famille. Donc, peut-être une classe qui peut être développée pour des joueurs qui veulent s'approprier un peu plus leur backstory, qui sont un peu plus en lien avec les maîtres du jeu pour construire leur histoire, le clan d'où ils viennent, puis l'importance que ça peut avoir, bien qu'évidemment, Six More Vodka vous offre
plein de possibilités par rapport aux clanners. Fait que, vous voyez que déjà, juste en vous parlant des cultes, on peut voir qu'il y a beaucoup de notions sociopolitiques, beaucoup d'exploitation de la thématique de la dystopie sans tomber dans les classiques films de zombies. Puis c'est là que réside toute la richesse. Dans un culte, vous avez des niveaux d'avancement, un peu comme à l'intérieur d'une classe dans les autres jeux de rôle un peu plus standards. Ce qui est vraiment cool, en fait, c'est qu'on peut commencer la partie plus haut ou plus bas dans l'échelle sociale et que, ben, comme dans n'importe quel bon jeu vidéo, à un moment donné, il faut faire des choix puis il y a des embranchements. Mais ces embranchements-là, c'est pas juste des choix volontaires des joueurs, c'est en fonction des expériences que tu vas avoir vécues. Comme par exemple, pour t'élever au sein du culte des apocalyptiques, ben, tu dois commettre des crimes et puis tu peux devenir soit un maître de cartel ou bien tu peux devenir agile de ta dague puis être vraiment bon pour faire du combat au corps à corps, un peu plus comme un assassin, mais ça va résulter de tes expériences. Et les points d'expérience dans des Genesis vont avoir un impact direct sur ta feuille. Tu vas les intégrer dans tes 6 grandes habilités. C'est le prochain point que je trouve intéressant par rapport au jeu. Il y a 6 habilités générales. On parle, je vais les utiliser en anglais là, parce que c'est comme ça que je joue. Body, donc le corps, la force physique, l'agilité, le charisme, l'intellect, la psyché et l'instinct. Ces 6 habilités-là se déclinent ensuite de ça dans des sous-compétences, un peu comme on aurait dans Donjon Dragon. Et ce qui est vraiment cool, c'est que le jeu se base sur un pool de dés. Donc, disons par exemple que j'ai 3 points en body et que j'ai 2 points en melee. Donc, moi, je suis un costaud puis je suis bon pour me battre au corps à corps. Ben, si je fais une action qui nécessite de donner un coup de poing à quelqu'un, je vais accumuler mes 3 plus 2, donc 5 dés, puis je roule mes 5 dés sur la table. C'est comme ça qu'on utilise les caractéristiques. Donc, d'investir dans ses compétences, c'est ultra important. Beaucoup plus important que d'investir dans son équipement. Donc, ensuite de ça, sur mes 5 dés, le jeu est assez simple. 1, un échec critique. 2 et 3, un échec. 4, 5, un succès, et 6, un succès critique. Mais attention, si on réussit un jeu, on réussit un jet, par exemple, je dois avoir 2 succès pour pousser une grosse pierre ou bien frapper quelqu'un au visage, ben tous mes échecs critiques comptent pas. Fait que si je roule un gros pool de dés, puis que j'ai juste assez le bon score, mais j'ai genre 6 échecs critiques, mais 2 succès, mes échecs critiques, pas de problème avec ça. Par contre, si j'échoue mon jet, tous mes échecs critiques deviennent des triggers qui sont vraiment, vraiment, vraiment punitifs. Puis ça, c'est super important pour les maîtres du jeu à l'inclure. Le jeu de Genesis, ça fait mal. Si t'échoues grave. C'est très difficile de s'en remettre d'un échec. Les blessures vont venir taper directement dans tes flesh wounds, des traumas qui prennent des dizaines de jours à se réparer. On parle pas ici de je me couche 8 heures dans un coin puis bang, j'ai tous mes points de vie. Là. Tu peux te faire crever un œil, ben c'est comme ça pour le restant de la game. Tu te blesses à une jambe, le maître du jeu va la retourner contre toi parce que ton trauma il se règle pas tout de suite. Donc tu as 3 niveaux de points de vie. L'ego, un peu ta conscience. Tu peux parier de l'ego pour augmenter ton nombre de dés dans un jet de dés. Par exemple, je veux frapper l'ennemi, c'est vraiment important que ma quête, je rajoute 2 points d'ego parce que je m'élance. Je suis prêt à perdre un peu de mes forces pour être sûr de le cogner. Ben je réduis mon nombre d'ego. À 0, je perds conscience. Si quelqu'un m'attaque, d'habitude, je vais perdre mes dégâts d'ego, sauf s'il y a des triggers, donc des 6 sur son attaque. Ça peut être directement des flesh wounds ou même des traumas. Flesh wounds, on parle de des blessures physiques assez importantes et des traumas, on parle de quelque chose qui est pratiquement irréversible à moins d'avoir des soins. Et il y a aussi une autre compétence qu'on a à gérer sur sa feuille de personnage qui est en lien avec le monde infecté et l'apocalypse des météorites, c'est l'infestation par les spores. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a une façon de le jouer pour les maîtres du jeu, que le maître du jeu note l'infestation de spores pour ses joueurs, mais les joueurs, eux, ne sont pas au courant, à moins de rencontrer un médecin, à moins de rencontrer quelqu'un qui vient d'hospital, donc un hospitalien, qui est capable de leur faire une analyse puis de dire à quel point leurs poumons sont entièrement remplis de sepsie, puis ils se font même barrer l'accès dans des villes. Histoire vécue. Donc, j'en viens à un peu mon évaluation, mon appréciation du jeu. Ce que j'aime beaucoup à propos de ce jeu-là. 3 choses majoritairement. 1, l'univers méga riche, d'une densité incroyable, qui est très différent des autres univers de survie, parce que c'est beaucoup basé sur les relations sociopolitiques entre chacun des cultes, leur influence les uns sur les autres, et sur une histoire ultra détaillée. Si vous allez sur le site internet de Genesis.com, puis vous allez dans les sections qui permettent d'explorer la timeline, l'histoire du monde, vous allez voir que c'est d'un détail, d'une précision qui peut être un peu déroutante même pour les maîtres du jeu, mais qui peut être tellement enrichissante pour un joueur qui veut en apprendre plus sur son culte. Sinon, ce que j'aime aussi par rapport à ce jeu-là, par rapport à l'univers riche puis très punitif post-apocalyptique, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de victoire dans The Genesis. Survivre, c'est une série d'échecs.
Et le but, c'est d'avoir les échecs les plus petits possibles. Puis ça, c'est votre rôle en tant que maître du jeu, si vous décidez d'animer une partie, de retourner cette caractéristique-là contre vos joueurs, parce que, à la différence des autres jeux, la notion de survie va vraiment se vivre dans l'échec. Récolter de la nourriture, c'est sûr que quand tu en récoltes, il y a une partie de ta nourriture qui va être avariée. Il faut que tu prennes bien soin de la storer, sinon ça va contaminer le reste de ta bouffe. Il y en a peut-être là-dedans qui a de la sepsie. Puis si au final, tu es capable d'avoir un petit peu de bouffe, ben t'en as peut-être pas assez pour tout le monde. T'sais. Donc, c'est toujours ramener cette notion-là qu'on réussit jamais. Puis que quand on arrive dans une ville, ben là, on a un véritable répit en tant que joueur. Donc, ça, c'est vraiment très stressant. Ça augmente beaucoup la tension autour de la table. Puis je pense que c'est une belle richesse de cet univers de The Genesis. Sinon, comme je le disais d'entrée de jeu, comme c'est un studio d'illustration, la qualité visuelle de ce jeu-là, to the roof. Ça n'a aucun sens. C'est super bon pour l'inspiration aussi parce que beaucoup des NPC sont illustrés dans le jeu. Donc, on a vraiment des illustrations très détaillées. Ils ont des histoires dans des espèces de blog posts, des nouvelles qui permettent d'en apprendre plus sur ces personnages non-joueurs-là. Ça donne un feel incroyable pour pouvoir approprier l'univers, mais ça donne tellement d'inspiration aussi au maître du jeu. Tu peux voir tellement de choses avant de les décrire que c'est facile de s'imprégner de l'univers tellement les illustrations sont sa coche. Puis sinon, la dernière chose, je l'ai mentionné un petit peu, c'est l'impressionnant lore de l'univers de The Genesis, autant avec la timeline qu'avec les cultes, les cultures aussi, d'où tu viens dans le monde. Chaque coin du globe a son histoire propre aussi. Les icônes, chacun des personnages les plus importants, les plus illustres dans cet univers post-apocalyptique, et puis des livres par-dessus des livres. Il y a une quantité de tomes fous qu'on peut s'approprier, qui sont toujours par rapport au même univers. C'est ça que je trouve cool en comparaison de, par exemple, Donjon Dragon, c'est que c'est pas des nouvelles trames qu'on développe, c'est toujours dans le même univers qu'on vient densifier, complexifier, puis rajouter de la chair autour de l'os. Ce que j'aime moins, justement, par rapport à ce jeu-là, les mutants, qui est un peu l'emblème, l'icône qu'on espérait rencontrer rapidement dans le jeu, sont trop puissants. Moi, j'avais comme une vingtaine de games avec mon Anabaptiste. J'étais très fier de moi, assez confiant. J'ai rencontré un mutant, one shot, je suis mort. Pas de retour en arrière possible. C'est donc vraiment pas un jeu de zombies où tu vas te promener puis avec ta tronçonneuse, tu vas venir décapiter des zombies puis te ramasser des points d'expérience. Si tu rencontres un monstre, fuis. C'est surtout ça, la clé du succès. Sinon, la quantité phénoménale de livres et de contenu peuvent faire peur un peu au DM. Ça peut être difficile à s'approprier. Puis ça peut être aussi un peu inquiétant si on veut jouer avec plusieurs tables de gens qui connaissent bien l'univers de The Genesis. Donc, je pense qu'il faut s'entendre entre les joueurs puis entre le maître du jeu avant chaque partie de comme à quel niveau on veut respecter la précision de l'univers. Parce qu'il y en a du stock, là. Puis quand je dis qu'il y en a, là, il y a autant les blog posts que tout ce qui est accessible gratuitement, que tout ce qui est contenu dans les livres, des tomes de 300-400 pages, un par-dessus l'autre, qui visent tout à nourrir l'univers. Là. Les règles sont décrites dans comme trentaine, quarantaine de pages, peut-être un peu plus. Là, puis le reste, c'est juste de l'univers. Fait que si vous êtes des tripeurs de world building, c'est un jeu pour vous. Si ça peut vous faire peur, pas de problème. Je pense qu'il y a moyen de s'entendre avec les joueurs autour de la table. On s'inspire ce qui est écrit, puis on se crée notre propre histoire, notre petit scénario à nous. Et sinon, une chose que j'aime moins, mais que j'adore aussi par rapport à ce jeu-là, c'est comme une relation amoureuse, ben c'est la létalité, en fait. C'est tellement facile de mourir dans The Genesis. C'est tellement facile de se blesser, puis de pogner la gangrène, puis ton personnage, au bout de 30 jours, ben, GG, t'es mort. C'est le fun parce que ça fait que chacune des actions que tu poses est vraiment importante, puis il faut que tu pèses bien tes mots, il faut vraiment bien que tu roules tes choses. Mais en même temps, ça peut être aussi peut-être un peu trop stressant. C'est pas le genre de jeu qu'on joue pour se détendre et se reposer. Pourquoi je vous en parle maintenant, comme je vous disais, c'est que c'est à la fin du roadmap. Donc, l'entreprise a annoncé qu'elle arrêtait le développement. Moi, je vous invite à vous garrocher sur le magasin en ligne ou même juste à aller télécharger des PDF. Si vous pouvez vous permettre de renvoyer quelques dollars à cette entreprise-là, ça en vaut pleinement la peine. Vous ne regretterez pas ces maigres dollars investis. Puis si vous n'en avez pas de l'argent à mettre là-dessus, ben, too bad, c'est pas grave, vous pouvez télécharger le contenu, puis le jouer quand même, puis partager votre passion pour ce jeu-là, je pense que ça va leur rendre hommage. Le modèle free-to-play rend tout ce contenu-là téléchargeable. S'il vous plaît, garochez-vous là-dessus, et si possible, faites un don. Et la communauté de The Genesis est très active, des Discord très actifs, des groupes Facebook très actifs aussi, dans plusieurs langues, plusieurs dérivés, puisque c'est un jeu qui est basé en Europe, il fallait s'y attendre. Donc, il y a une communauté francophone super active de The Genesis sur Facebook. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Les gens sont super généreux. Là. Vraiment très, très cool comme communauté. Pas du tout salty. Puis les gens s'entraident plus que se critiquent. Donc, j'aime bien ça. Donc, à qui je recommande ce jeu-là et pourquoi? Je recommande ce jeu-là aux maîtres du jeu qui adorent les univers riches et détaillés. Je le recommande pour les fans, les joueurs autant que les maîtres du jeu, de jeux de survie plus complexes que Passe au travers de la nuit et des zombies qui te foncent dessus. Et finalement, aux amateurs de roleplay, puis de progression de personnages, parce que c'est un jeu qui réside beaucoup là-dessus.
comme la plupart des choses que vous allez faire dans le jeu, c'est de bâtir des relations avec soit des NPC ou d'autres joueurs. Si vos joueurs sont moins RP, je ne sais pas à quel point vous allez vous trouver beaucoup de plaisir dans cet univers-là versus n'importe quel autre jeu qui vous a peut-être plus de tables à rouler puis qui est peut-être plus votre trip par rapport à ça. Sinon, pour qui je recommande pas du tout ce jeu-là, ben justement, un groupe de joueurs peut-être un peu plus bouffon, humoristique. C'est bien le fun de rire, d'avoir du fun. Je suis un grand fan de ça aussi. Sauf que je pense que c'est un jeu qui nécessite d'avoir du sérieux pour pouvoir s'approprier l'univers. Oui, on peut toucher puis pousser quelques petites situations cocasses, là. C'est bien normal, c'est le fun. On est là pour avoir du fun, hein, right? Mais je pense qu'il faut quand même s'investir dans cet univers-là puis respecter le ton à donner à la partie. Et je ne recommande pas ce jeu-là à des MJ qui veulent rouler un truc super simple, sans trop se casser la tête, puis sans apprendre à connaître un univers, parce que ben, c'est possible, mais c'est ça la force du jeu. Fait que ce serait un peu absurde de se lancer dans cet univers de The Genesis qui est si riche et faire abstraction de l'univers de The Genesis qui est si riche juste pour rouler les règles d'un jeu de zombie. Tant qu'à faire, utiliser n'importe quel autre système tout aussi simple. C'est un peu ma passation d'amour par rapport au jeu de Genesis et à son univers. J'aurais pu m'étendre des heures et des heures durant, mais je pense que le site internet rend beaucoup plus hommage à ce jeu-là. Comme je disais, je fais la promotion sans gêne sur ma chaîne Rage 2D. On a fait quelques parties. J'aimerais bien en rouler une aussi sur la chaîne de Coup Critique. Si vous avez des actual plays ou bien que vous connaissez le jeu de Genesis puis que vous avez envie de partager dans les commentaires quels étaient vos personnages, les cultes que vous trouvez les plus cool, ou même juste vous délecter des images qui sont disponibles en ligne puis nous référer ça vers l'image que vous trouvez la plus cool d'un mutant ou bien d'un personnage, faites-le. Ça va me faire plaisir de continuer à garder ce jeu-là en vie avec vous. Et sur ce, chère communauté de Coup Critique, ben, je vous dis bonne survie.